c'est? C'est la plateforme informatique qui a été développée pour la gestion et le suivi du programme Interact Sudway 2021-2027, qui est disponible dans les 3 langues du programme, en espagnol, en français et en portugais. Et pour les objectifs pour l'ouverture actuelle de l'appel à projet, il y en a 2. C'est l'enregistrement des entités et c'est la présentation des candidatures de projet. Je vous montre rapidement sur le site internet comment accéder à la plateforme. Vous avez le site internet du programme Interact Sudway. Je vous le mets en français. Comme ça, vous voyez également le nouveau site internet. Et vous avez en haut à droite l'accès direct à la plateforme Sudway 21-27. Bon, on va reprendre ici. Alors, donc, qui peut être utilisateur de Sudway 21-27? Il y a 2 types d'utilisateurs avec possibilité d'édition. Toute personne qui est en charge de l'enregistrement préalable de l'entité avant de l'associer à un partenariat d'une candidature de projet, vous avez un profil utilisateur entité qu'on appelle utilisateur ENT. Et si vous souhaitez présenter une candidature de projet en tant que chef de file, dans ce cas-là, vous avez besoin d'un utilisateur chef de file BP. BP qui veut dire bénéficiaire principal, bénéficiaire principal en espagnol, mais qu'on a traduit en français à chef de file, mais c'est un utilisateur BP. Donc ça, c'est là, vous voyez à l'écran dans la page de garde de cette plateforme-là, vous avez un accès avec un identifiant et un mot de passe, et en dessous, des phrases pour savoir si vous présentez une candidature de projet, auquel cas vous devrez créer un utilisateur BP, si vous souhaitez enregistrer une entité, un utilisateur ENT, etc. Donc, si vous voulez enregistrer une entité, on vous informe que pour toute la période 2021-2027, une entité enregistrée peut être valable sur l'ensemble des appels à projets. Donc, toute entité qui souhaite se présenter à un appel à projet peut enregistrer son entité. Et si, par exemple, vous avez une entité qui a déjà été enregistrée pour l'appel à projet, le premier appel à projet de l'année dernière, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de réenregistrer cette entité. Vous avez déjà le code Sudway de l'entité, donc ce sera ça sera aussi valable pour ce second appel à projet. Pour savoir si une entité a déjà été enregistrée, il suffit de saisir le SIRET. Vous avez donc dans la page de Sudway 21-27 un accès direct au moteur de recherche du registre des entités pour savoir si votre entité a déjà été enregistrée. Dans ce cas-là, je fais le test. Eh bien, on fera le test un peu plus tard. Mais dans tous les cas, si l'entité a déjà été enregistrée, vous avez un code entité Sudway qu'il faudra ensuite communiquer au chef de file. C'est-à-dire qu'avec ce code entité, le chef de file pourra ajouter l'entité au partenariat et donc vous n'avez plus besoin vous n'avez pas besoin de faire d'autres démarches. Si l'entité n'a pas encore été enregistrée, vous vérifiez en interne si les enregistrements sont centralisés par une seule personne. Comme ça, elle peut enregistrer toutes les entités nécessaires. Et dans ce cas-là, si vous avez une personne qui n'a pas encore créé l'entité, elle pourra créer un profil d'utilisateur entité ENT. Comment ça marche? Quand on va sur le site, je vais quand même réessayer en même temps pour savoir si ça a chargé depuis. Voilà. Donc en fait, vous arrivez sur cette page de garde. Vous cliquez, alors là je l'ai en espagnol parce qu'on est en Espagne et qu'on est configuré en espagnol, mais vous avez la phrase qui veut dire « Je veux accéder au moteur de recherche du registre des entités ». Vous pouvez les cliquer donc en espagnol, en français et en portugais. Et ici, par exemple, moi je vais mettre si le secrétaire conjoint est déjà enregistré. Donc je connais le SIRET espagnol. Et quand je clique sur « Rechercher », je vois effectivement que le secrétaire conjoint a été enregistré. L'entité, on décompose nous en 3 parties, que je vais vous expliquer un petit peu après, mais on a donc le secrétaire conjoint qui est enregistré avec son numéro de SIRET et un code Sudway. Ce code Sudway, c'est le code qui va être transmis au chef de file pour dire voilà, mon entité a été enregistrée, le code est disponible, on peut ajouter cette entité-là au formulaire de candidature. Alors, si on revient, pardon. Voilà, quand on veut créer un utilisateur ENT, en disant donc voilà, je souhaite enregistrer mon entité,
C'est très simple. Vous allez arriver sur un petit registre qui vous demande votre prénom, votre nom, l'email et la langue. Suite à cet envoi de registre, vous allez recevoir automatiquement 2 emails. Un premier qui va concerner l'activation du compte. Vous allez devoir cliquer sur un lien pour activer le compte et créer votre mot de passe personnalisé. Et vous allez recevoir un deuxième mail ensuite qui est une double sécurité pour avoir une clé de double authentification qui se compose de 6 caractères et à chaque connexion, vous devrez saisir 2 caractères sur les 6. Je vous montre concrètement comment ça se passe. Donc là, vous avez le premier mail que vous recevez pour activer le compte et créer votre mot de passe. Donc là, c'est un exemple de mail automatique. Vous avez la phrase pour activer votre compte utilisateur, cliquez ici. Donc vous cliquez sur ce lien et ensuite vous activez le compte et vous devez créer votre mot de passe. Et sur le deuxième mail automatique que vous recevez, c'est une clé de double authentification à 6 caractères que vous voyez ici. Là, en haut, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ordre des chiffres pour la clé de double authentification. Et donc, à chaque fois que vous connectez, on vous demandera de mettre, par exemple, le caractère 2 et le caractère 6 de la clé. Donc, dans ce cas-là, ce serait le numéro 2 et le 4. Donc, à chaque fois que vous vous connecterez, c'est une double sécurité. Vous aurez également cette clé de double authentification à saisir. Votre mot de passe, comme je le disais juste avant, donc c'est vous cliquez sur le lien du premier mail et vous introduisez donc le code d'activation qui est dans le mail automatique. Vous créez ensuite votre propre mot de passe qui doit comporter au moins 8 caractères, dont une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre, un caractère spécial. Donc c'est un peu comme ce qui est demandé à chaque fois, c'est assez classique. Donc une fois que vous avez donc votre utilisateur end, le mot de passe que vous venez de personnaliser et votre clé de double authentification, vous pouvez donc enregistrer votre entité. Comment ça se passe? Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous arrivez sur la page de vérifier si le SIRET a déjà été enregistré ou pas, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous avez le petit bouton vert plus qui vous permet donc de créer votre entité, votre registre, et vous devrez compléter 10 étapes. Le SIRET, indiquer le nom, l'adresse, le représentant légal, la catégorie de l'entité, la nature juridique, joindre les documentations nécessaires. Il y a une étape de résumé, conformité et ensuite envoi du registre pour confirmer que toutes les informations sont bien conformes. Il y a juste quelques petits points à tenir en compte. À l'étape 2 du registre, il y a 3 niveaux possibles d'enregistrement de l'entité. Le premier niveau, on l'appelle l'entité mère de niveau 1, qui s'agit de l'entité dans son ensemble identifiable par le numéro SIRET. Nous avons également l'unité fonctionnelle de niveau 2, qui est donc une unité officiellement existante dans la structure organisationnelle de l'entité mère, et on peut détailler jusqu'au niveau une unité fonctionnelle de niveau 3, qui dépend de niveau 2, qui elle-même dépend du niveau 1. C'est-à-dire, on va faire un exemple très simple, dans le cas d'une université. Une université, ça va être l'entité mère de niveau 1, c'est le plus haut niveau d'une entité. Elle peut être décomposée en facultés, donc la faculté dépend de l'université, donc là ça va être un niveau 2, et cette faculté-là peut être décomposée en plusieurs départements, en niveau 3. Donc si vous devez enregistrer une entité au niveau d'un département, dans ce cas-là, vous devrez l'enregistrer sous un niveau 3. Vous devrez indiquer l'université en niveau 1, la faculté en niveau 2 et le département en niveau 3. Ceci est important parce que dans le texte de l'appel à projet, on indique que chaque entité peut participer dans 3 candidatures, c'est-à-dire une candidature comme chef de file et 2 candidatures comme bénéficiaire. Si vous mettez l'université comme entité mère de niveau 1 seulement, sans aller dans le détail du département, cette université-là pourra participer seulement dans 3 projets. Mais si vous avez un département très concret qui participe dans un projet, il faut donc bien le détailler, le mettre comme unité fonctionnelle de niveau 3, parce que chaque niveau va avoir son propre code issu de UE. Donc, un département va avoir son code issu de UE indépendant du numéro code issu de UE de niveau 2, etc. avec le niveau 1. Je vous ai mis aussi le lien du guide issu de UE qu'il y a sur le site internet. En cliquant dessus, vous voyez que on a fait un guide l'année dernière pour le premier appel à projet sur le registre des entités. Donc, je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait pour comprendre un petit peu tout le fonctionnement de l'enregistrement de l'entité. Comme ça, on vous explique aussi un petit peu le système de niveau.
et avec des exemples. À tenir en compte aussi pour l'enregistrement de l'entité, en petit détail, quand vous indiquez le code postal dans l'étape 3 qui concerne l'adresse, tous les champs relatifs donc aux notes 2 et 3 se complètent automatiquement, vous n'avez pas besoin de le saisir. Seulement pour les îles Baléares et le Portugal, les champs se remplissent manuellement. Mais dans votre cas, pour enregistrer une entité française, ça se complète automatiquement. Et pour l'étape 5 qui concerne la catégorie de l'entité, donc c'est très important d'indiquer correctement la catégorie. Il y a une liste déroulante de la nature juridique à l'étape suivante qui s'adapte en fonction de la catégorie que vous avez sélectionnée à l'étape 5. Donc c'est important de bien choisir à l'étape 5 la catégorie de l'entité réelle pour qu'ensuite à l'étape 6, la nature juridique s'adapte le mieux possible à votre catégorie. Et là, je vous ai mis la même référence du guide précédent. Vous avez en page 10 la liste des catégories de l'entité qui vous permettent un petit peu d'avoir plus de détails pour savoir dans quelle catégorie votre entité se situe. Alors, une fois que vous avez donc enregistré l'entité, vous avez renseigné toutes les étapes, vous avez envoyé le formulaire donc à l'étape 10, vous allez recevoir un code provisoire de l'entité qui se décompose en 3 parties. C'est pour votre information. Vous avez le code provisoire de l'entité, vous pouvez déjà le communiquer au chef de file. Et pour votre information, donc c'est décomposé par en premier le note 2, ensuite le numéro SIRET et ensuite le numéro d'enregistrement. Si ça se termine par 000, ça veut dire que c'est l'entité mère, l'enregistrement de niveau 1. Et si ça se termine par 001, 002, etc., ça veut dire que c'est par rapport à l'enregistrement d'un même numéro de SIRET, mais vous avez décomposé en département, faculté, etc., en niveau 2 ou niveau 3. Une fois que nous recevons tous les enregistrements des entités, le secrétaire conjoint va donc les étudier et il pourra avoir 3 états de l'entité. L'entité pourra être validée, c'est-à-dire que le secrétaire conjoint vérifie la conformité de l'information. Si tout est correct, on peut valider l'entité sans problème et le code qui est initialement temporaire sera définitif pour toute la période de programmation 2021-2027. L'entité peut également être à corriger. C'est-à-dire que quand on vérifie les informations du registre, nous nous rendons compte qu'il y a des informations, des pièces complémentaires qui sont à apporter. Dans ce cas-là, on vous envoie une notification pour vous informer que vous avez des éléments à corriger et vous disposez de 20 jours pour apporter ces corrections-là, pour envoyer le formulaire et comme ça, on pourra ensuite valider votre entité. Et il est possible aussi que l'entité soit refusée. Cela peut arriver si l'enregistrement avait déjà été fait préalablement par une autre personne ou si l'enregistrement n'est pas correct. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'un département soit cité dans un niveau 2 alors qu'en fait, c'est un niveau 3. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On rentre en contact avec vous et vous pouvez recréer votre entité correctement. Donc, voici un petit peu le procédé sur l'enregistrement des entités. Nous allons passer sur je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur les entités. Oui. Alors, une question de Frédéric Revers. Ne peut-on pas mettre le niveau laboratoire de recherche comme entité au sein d'une université? Donc, j'imagine que vous parlez de niveau. En fait, si votre laboratoire est considéré comme un niveau département, niveau 3, dans ce cas-là, vous mettez bien votre entité niveau 1, donc l'université. Le niveau 2, je ne sais pas si ça dépend d'une faculté ou autre terme. Et ensuite, vous mettez votre laboratoire en niveau 3. Ou niveau 2, ça dépend comment est configuré votre organigramme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien, je vois qu'il y a des mains levées, donc j'en profite. Lauriane Gonzalez? Oui, bonjour. J'avais une question au niveau de l'inscription sur Issudoe. Est-ce que si on a déjà nous créé un profil sur Copsudoe, est-ce que Oui. du coup il faut parce qu'en fait moi c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé, j'ai pas du tout les accès. Est-ce que si on a ce profil que Copsudoe, est-ce ça veut dire qu'on a déjà des identifiants de connexion uniquement par rapport à la plateforme, ou est-ce qu'il faut qu'on recrée quelque chose, ou est-ce qu'on peut recréer quoi qu'il arrive, je me crée moi un accès, parce que du coup, on n'a pas du tout encore d'entité qui a été créée.
En fait, Coupe Sudoé, c'est vraiment l'espace d'échange de communauté pour échanger entre les bénéficiaires. Mais ça n'a pas de lien avec eSudoé. eSudoé, c'est vraiment la plateforme qui permet d'enregistrer l'entité pour participer à une candidature de projet ou alors créer directement le formulaire. Donc, si vous êtes dans Coupe Sudoé, ça va vraiment être comme, on va dire, comme un réseau social qui vous permet d'échanger entre vous, mais ça n'a pas de lien avec le formulaire et le registre d'identité. D'accord. Donc là, comme moi, ça, je peux créer un compte, un nouveau compte, et puis pouvoir créer les différentes entités. tout à fait. Vous, en fait, vous Et- vérifiez sur la page d'Issudoé, vous vérifiez si en mettant votre SIRET, vous avez déjà une entité qui a été créée avec ce SIRET-là. Si c'est le cas, si ça correspond à votre entité, vous avez déjà le code Issudoé, vous dites, bah, c'est bon, je peux communiquer ce code Issudoé au chef de file. Ou si vous êtes le chef de file, bah, dans ce cas-là, vous avez déjà votre code. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous créez votre utilisateur Ent, et là, vous pouvez commencer à enregistrer plusieurs entités si besoin. Et juste, est-ce que c'est recommandé en tant que chef de file que chaque bénéficiaire crée son propre profil, ou est-ce que nous, en tant que chef de file, est-ce qu'on le fait pour les autres? Qu'est-ce que vous Non, recommandez? chaque entité le fait Chacun crée. pour soi. Oui, parce Ok, qu'en fait, on vous d'accord. demande, dans le registre, il y a donc 10 étapes. Il y a les étapes donc, sur savoir qui est le représentant légal, l'adresse, etc. Et ça, c'est vraiment chaque entité qui peut avoir De le faire. son Ok. information. Donc, en fait, chaque bénéficiaire va créer son propre registre d'entité. Et le code issu de qui va résulter de ce registre-là sera communiqué au bénéficiaire, au chef de file. Donc, le chef de file D'accord. reçoit seulement les codes issus de chaque bénéficiaire pour inclure dans le formulaire. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons une question également de Fanny Albert. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question. Quand on a déjà créé un compte l'année passée, Oui. est-ce qu'il faut réinitialiser ce compte avec un nouveau mot de passe? Comment ça se passe? Ou bien est-ce que c'est le même que... C'est le est-ce même. qu'il- Vous avez votre D'accord. compte Ent, vous vous connectez avec votre mot de passe et votre clé de double authentification. Vous allez voir que vous avez déjà l'enregistrement qui avait été fait l'année passée. Si cette entité-là n'est pas valable pour ce second appel à projet parce que vous avez un enregistrement d'une nouvelle entité, par exemple, pas de souci. Vous cliquez sur le bouton plus pour créer un nouvel enregistrement avec le même utilisateur Ent. C'est pour justement éviter d'avoir Ouais, plusieurs d'accord. utilisateurs. C'est vraiment valable sur toute la programmation 2021-2027. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons une question de Eva Murwer. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. je voulais savoir si on a deux départements qui souhaitent soumettre en tant que chef de file de la même entité. Est-ce que c'est possible de les enregistrer au niveau 3 et les deux peuvent soumettre en tant que chef de file? Alors, si ce sont des départements différents, oui. En fait, chaque département va avoir son propre code issu d'OE. Donc, c'est considéré comme une entité à part. Donc, un département de biologie, par exemple, avec un code 001, peut participer à un projet en tant que chef de file, et un autre département code 002 peut participer à une candidature aussi en tant que chef de file, Ok. puisqu'on considère que ce sont deux entités différentes. Même s'ils ont le même SIRET. Oui, parce qu'on décompose bien, on va dire, l'enregistrement par niveau. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc nous allons poursuivre sur le formulaire de candidature. Donc, une fois que vous avez enregistré votre entité, là, vous êtes chef de file et vous voulez donc créer une candidature de projet. Donc, je vous rappelle que sur le site internet, nous avons transmis donc, le kit de candidature avec, je vous le mets en même temps ici, depuis le 26 février, date de lancement du second appel. Si ça veut bien aussi se connecter. Vous avez une page donc, sur le second appel avec le kit de candidature. Dans le kit de candidature, vous avez le modèle Word du formulaire. Je vais en même temps l'ouvrir. Vous avez donc, c'est un fichier zip avec le modèle. Ouais, je vais prendre la première face, ça va être plus logique. Ah, je suis trompée. Kit face 1. Vous avez le modèle du formulaire
en modèle Word. Donc, ça va vraiment être ce qu'il y a sur la plateforme Issudoe que vous devrez donc saisir, mais vous l'avez déjà en amont en Word pour que vous puissiez déjà le travailler, éventuellement échanger avec les bénéficiaires sur toutes les informations, etc. Et vous avez également 2 documents qui font partie de documentation à joindre dans la plateforme. Il y a une déclaration responsable et d'engagement du chef de file de projet qui est assignée par le représentant légal de l'entité de chef de file. Donc là, il y a 2 possibilités. Si vous avez une signature électronique professionnelle, ce document peut être complété et signé de manière électronique et joint à la plateforme Issudoe. Mais si vous avez une signature manuscrite, donc ça doit être également, vous devez également mettre le cachet. Si c'est une signature manuscrite, nous devons recevoir le document en version papier au secrétariat conjoint. Donc si c'est électronique, vous le joignez à la plateforme. Si c'est manuscrit, dans ce cas-là, on doit recevoir le document par courrier. Et vous avez également le document qui concerne l'ensemble des bénéficiaires du partenariat, donc, qui comprend également le chef de file. C'est une déclaration du bénéficiaire qui doit être complétée donc, par chaque bénéficiaire, signée de la même manière. À la différence de la déclaration du chef de file, si celle-ci est signée de manière manuscrite, vous joignez tout dans Issudoe, on n'a pas besoin de la version papier. C'est pour éviter d'avoir, voilà, on a besoin en version papier de la déclaration du chef de file, la déclaration du bénéficiaire, on a besoin de toutes les déclarations signées par le représentant légal de chaque entité, de manière électronique ou manuscrite. Vous joignez tout ça dans Issudoe. Donc voilà, vous avez le kit. Donc, vous pouvez voir qu'à parfois dans le formulaire qui est en modèle Word, il peut y avoir quelques petites différences en termes de configuration, simplement parce qu'entre un Word et la configuration de la plateforme, c'est pas exactement identique. Par contre, toutes les parties sont à compléter et on indique bien dans le Word, cette partie-là figure dans telle partie de la plateforme. Normalement, c'est assez intuitif pour que vous sachiez dans quelle partie vous devez compléter les informations. On vous conseille donc de rédiger d'abord la proposition de projet dans le fichier Word et de réaliser ensuite un copier-coller dans Issudoe, simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus simple et ça vous permet d'échanger avant le modèle Word et d'avoir toutes les informations. On vous avertit juste que seulement du texte peut être copié-collé. Issudoe n'admet pas les images, les graphiques ou les illustrations. Et on vous rappelle donc seul le texte figurant dans le formulaire est évalué. Les évaluateurs ne prennent pas en considération la documentation ou information qui pourrait être jointe à la proposition de projet. C'est vraiment, on prend en compte le formulaire tel qu'il est dans la plateforme et on n'admet pas d'autres informations complémentaires. Donc, quand vous voulez créer un profil chef de file, c'est pareil. Pour ceux qui ont déjà un profil chef de file BP, bénéficiaire principal, vous prenez les mêmes utilisateurs que l'année dernière, par exemple. Et là, ensuite, vous pouvez créer un nouveau formulaire. Si vous n'avez pas d'utilisateur BP, dans ce cas-là, c'est la même procédure que ce qu'on a vu précédemment pour les utilisateurs ENT. Vous cliquez sur la première phrase « Je souhaite présenter une candidature de projet, mais je ne suis pas encore utilisateur BP d'Issudoe ». Et là, vous allez avoir le même système. Vous allez avoir un petit registre indiqué nom, prénom, email. Vous allez devoir activer votre compte, créer votre mot de passe et avoir une clé de double authentification. Donc, qui peut s'enregistrer pour remplir et envoyer la candidature de projet? Une personne de l'entité qui va assumer le rôle de chef de file de projet. Et cet utilisateur, l'utilisateur BP, sera destinataire des notifications qui sont relatives à la correction de la candidature de projet. Si il s'avère qu'il y a un critère d'admissibilité corrigible lors de l'envoi du formulaire, dans ce cas-là, l'utilisateur BP va recevoir l'information comme quoi il faut modifier cet élément. Et puis la décision du comité de suivi sur le projet, s'il est approuvé ou pas, sera également reçue via cet utilisateur BP. Donc il est possible de créer plusieurs profils BP pour une même entité. Parce qu'il se peut que dans une entité, donc vous avez une personne principalement qui va rédiger toute la partie du formulaire, mais que vous soyez 2 ou 3 dans la même entité à vouloir compléter l'information. C'est tout à fait possible.
je vais vous montrer juste après comment ça se passe. Vous ajoutez un nouvel utilisateur BP avec son propre identifiant, son propre mot de passe et sa clé de double authentification. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui travaillent, qui complètent le formulaire en même temps, par exemple, sur la même section et la même langue, il faut faire attention parce que dans ce cas-là, c'est l'enregistrement, l'information qui va être conservée, c'est la personne qui a cliqué sur enregistrer au dernier moment. Donc, juste quand vous avez plusieurs profils chef de file, faites attention de bien vous répartir les parties pour que vous n'ayez pas de surprise en disant j'ai complété la même partie que toi et au final, c'est juste l'information peut être dupliquée. Et donc, vous avez donc possibilité de créer plusieurs profils BP, mais vous avez aussi la possibilité de créer, en tant que chef de file, des profils utilisateurs de lecture seule. On appelle seule lecture parce que c'est un profil qui s'appelle SL, qui permet en fait de vous créer par exemple cet utilisateur-là pour les bénéficiaires de votre projet. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que les bénéficiaires puissent éditer l'information du formulaire, c'est vous qui vous en chargez. Par contre, vous souhaitez que les bénéficiaires de votre projet puissent accéder à toute l'information du formulaire, consulter les données. Dans ce cas-là, vous pouvez leur créer un profil lecture seule, SL, que vous pourrez donc communiquer à chaque bénéficiaire. Comme ça, ils pourront accéder au formulaire sans pouvoir éditer. Nous allons voir un exemple. Donc là, je me connecte. Nous, c'est notre plateforme de test. Donc, on n'est pas dans la plateforme réelle, mais c'est la même configuration. Donc, j'ai créé un profil BP. Normalement, une fois que j'ai enregistré, donc j'ai entré mon utilisateur et mon mot de passe, je dois remplir la clé de double authentification. Dans ce cas présent, je n'ai pas besoin de le faire tout simplement parce que comme c'est notre plateforme de test, on a enlevé cette option-là pour nous. Mais sinon, vous avez évidemment la clé de double authentification à saisir. Donc là, en fait, vous voyez, je suis sur la plateforme. J'ai fait pas mal de tests jusqu'à présent. Donc, par exemple, admettons que ce sont tous mes projets que j'ai créés l'année dernière. Admettons, là, je veux créer un nouveau projet pour ce second appel. Donc, c'est très simple. Je suis sur ma plateforme en tant que BP. Je clique sur « Plus » et là, je peux commencer à créer mon formulaire. La collection, là, ce matin, n'est pas très rapide, mais c'est pas grave, on va y arriver. J'en profite pour vous rappeler que ici, vous avez la possibilité de changer la langue. Comme c'est spécifié dans le texte de l'appel à projet, vous avez jusqu'au 31 mai pour soumettre votre formulaire de candidature dans la langue du chef de file, obligatoirement, jusqu'au 31 mai avant midi. Et vous avez un délai supplémentaire de 7 jours, c'est-à-dire jusqu'au 7 juin, pour saisir les informations dans les 2 autres langues. Donc, dans votre cas, vous êtes chef de file français, vous devez compléter le formulaire en français dans toutes les parties jusqu'au 31 mai. Et si vous avez besoin d'un délai supplémentaire jusqu'au 7 juin, vous remplissez les mêmes parties en espagnol et en portugais. Tout doit être traduit dans les 2 autres langues jusqu'au 7 juin. Vous pouvez également remplir le formulaire dans les 3 langues au 31 mai. Comme ça, ce délai supplémentaire, c'est vraiment pour vous aider au cas où vous n'avez pas de temps suffisant. Mais si vous avez tout au 31 mai, évidemment que ce sera valorisé. Enfin, ce sera valorisé. C'est très bien pour vous. Et après, vous avez la possibilité toujours de modifier les traductions jusqu'au 7 juin. Bon, c'est un petit peu long malgré tout. Je vais enlever les autres. Je voulais vous faire un exemple en direct pour que vous puissiez voir voilà, comment ça se passe. Donc, là, pour l'instant, c'est très simple. Vous mettez un titre. Le titre du projet, l'acronyme. Alors, l'acronyme, ça va être vraiment votre nom de projet qu'on va utiliser par la suite. Donc, c'est important de mettre un titre un peu assez concis, qui se prononce de manière assez simple dans les 3 langues, si c'est possible. Voilà. Ensuite, vous choisissez, vous sélectionnez l'objectif spécifique dans lequel votre projet appartient. Donc, je ne sais pas, j'en mets un totalement au hasard. En fonction de l'objectif spécifique choisi, vous avez le domaine d'intervention qui s'affiche, donc qui s'affiche en fonction de l'objectif. Donc là, je mets quelque chose totalement au hasard. Et donc, vous avez la priorité du programme qui s'affiche automatiquement. Donc,
Je vais mettre la date du début du projet. On part du principe que ça peut commencer à partir du 1er avril 2025. Dans ce cas-là, je choisis la date, je vais sur avril, je clique sur 1er avril, vous voyez, c'est assez simple. La date de fin, je vais mettre le 31 décembre 2027. Non, 31 décembre, non, 31 mars, pour que ça fasse les 36 mois qui est la durée maximum d'un projet. Et j'enregistre. Et là, vous avez déjà votre première partie, la partie 1.1, qui a été complétée. Ensuite, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas l'objectif là pour ce webinaire de ce jour. Pour l'instant, c'est vraiment voir un petit peu l'accès à Isudoe et comment ça se véhicule. Si vous avez plus de questions détaillées sur le contenu, je vous invite dans ce cas-là à nous faire des consultations plutôt écrites par mail, et on fera un webinaire un peu plus tard dans les prochaines semaines sur ce contenu, on va dire, plus profond. Pour l'instant, c'est un peu pour vous expliquer comment ça se déroule. Donc, vous avez ce qu'on vient de compléter, la partie identification du projet. Vous devrez compléter la partie résumé. Donc, c'est très simple, en fait. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui est aussi dans le formulaire Word du kit de candidature. Donc, vous reprenez vraiment les mêmes informations, vous copiez-collez. C'est relativement intuitif. Le plan financier, c'est pareil, ça c'est une partie qui s'auto-complète en fonction de ce que vous indiquez dans les autres parties. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. La partie B, ça correspond à tout ce qui est objectif, réalisation, etc. Donc c'est très simple. Vous appuyez sur le petit bouton plus et vous rajoutez des objectifs spécifiques. La même chose pour les réalisations. Donc là-dedans, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, pour le partenariat du projet, donc c'est là où je vous montre rapidement comment on peut rajouter des entités. On a vu comment on enregistrait une entité juste avant. Vous aviez un code Isudoe de l'entité. Donc, dans ce cas, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit bouton plus et vous allez pouvoir commencer à créer votre entité. Par exemple, moi, je prends le code entité du secrétariat conjoint. Et vous voyez qu'en cliquant, donc en notant le code Isudoe du secrétariat conjoint, je vois qu'elle apparaît bien. Et que je peux l'associer au partenariat. Donc, c'est très simple. Je clique sur « Associer ». Et donc là, vous avez un petit résumé de l'entité en question. Ça, c'est le résumé du registre de l'entité. Donc, moi, je vois déjà que donc je sais qui est le représentant légal, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment une information, puisque je n'ai pas de main sur la saisie. C'est vraiment le registre de chaque entité. Et ensuite, le chef de file devra compléter les détails de chaque bénéficiaire. Donc là, il faudra sélectionner donc, le rôle du bénéficiaire. Si là, il s'agit de ma propre entité comme chef de file, je me sélectionne comme chef de file. Je mets le budget de cette entité-là dans le projet. Donc, par exemple, je vais mettre 100 000. Vous choisissez le type d'acteur qui correspond. Donc, en sachant que ça, c'est très important, dans le texte de l'appel à projet, en fonction de l'objectif spécifique dans lequel vous présentez, dans lequel le projet se présente, vous avez donc des types d'acteurs obligatoires et d'autres facultatifs. C'est très important que le type d'acteur obligatoire dans l'objectif spécifique dans lequel vous présentez soit bien présent dans votre partenariat, parce que vous ne pourrez pas envoyer le formulaire de candidature si vous n'avez pas, par exemple, automatiquement, obligatoirement, une autorité publique compétente, une entité du système scientifique en fonction de l'objectif spécifique dans lequel vous êtes. Mais donc, faites bien attention à ça parce que sinon, vous ne pourrez pas envoyer votre candidature. Donc là, je mets quelque chose au hasard. Je suis une autorité publique compétente. Je justifie mon choix de type d'acteur. Je rentre les données des contacts. Buenos días, Isabel de carácter coordinado. Esta semana tengo previsto 12 de marzo. Attendez, je vais enlever le micro. Donc là, je mets voilà, une adresse. Et le téléphone, juste pour information, ne mettez pas d'indicatif avant. C'est vraiment 9 numéros. Et voilà, vous avez enregistré votre chef de file. Donc, quand vous revenez sur la partie C1, vous voyez effectivement que la société de restaurant, donc le secrétaire conjoint, est chef de file avec le code Isudoe. Et donc, vous faites la même chose avec les autres bénéficiaires. Vous rajoutez, vous indiquez le code Isudoe, etc., etc. Si votre projet a des partenaires associés, dans ce cas-là, c'est très simple aussi. Vous cliquez sur cette partie C2.
Vous cliquez sur plus et là, comme les partenaires associés n'ont pas de registre de l'entité, comme ils ne perçoivent pas d'aide fédère, ils n'ont pas besoin de s'enregistrer comme entité. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment des champs assez simples à compléter. Le nom du partenaire, le pays, l'adresse et les données du représentant légal et de la personne de contact. Ensuite, dans la partie D, le responsable du projet, donc il est la personne qui va gérer toute la partie administrative du projet. On a besoin d'avoir ce contact-là. Si on a toute question, on peut vous appeler ou vous envoyer des mails. Et ensuite, les utilisateurs, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous pouvez rajouter les utilisateurs BP, par exemple, moi automatiquement, donc c'est avec mon utilisateur BP, je fais partie de cette liste d'utilisateurs-là, mais je veux ajouter une collègue qui pourra également éditer le formulaire. Dans ce cas, c'est très simple, j'appuie sur le bouton plus, et je peux donc créer soit un nouvel utilisateur. J'ai une collègue qui n'a pas d'utilisateur à ce jour, donc dans ce cas-là, j'inscris son mail, son prénom, son nom, et je note son rôle comme chef de file. Et là, dans ce cas-là, j'enregistre et elle pourra recevoir les 2 emails automatiques pour son mot de passe et sa clé de double authentification. Ou alors, j'ai déjà une collègue qui a déjà un profil BP parce que l'année dernière, elle l'avait déjà utilisé, etc. Dans ce cas-là, j'associe un utilisateur, je note son mail et son rôle chef de file, et là, je vais retrouver son BP pour l'associer. La même chose si vous voulez un utilisateur en profil de lecture seule. Bon, là, je vois que c'est resté en espagnol, mais vous cliquez au lieu de chef de file, lecture seule, et dans ce cas-là, vous pourrez donc ajouter un profil lecture seule à tous les bénéficiaires que vous souhaitez. Ensuite, nous avons la partie de documentation. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure sur le kit de candidature, donc c'est la partie où vous devez joindre les documents. Donc, la déclaration responsable d'engagement du chef de file, c'est très simple. Vous le joignez ici, vous enregistrez. Ne pas oublier effectivement d'enregistrer à chaque fois que vous saisissez de l'information, que vous joignez un document, etc. Vous enregistrez tout, c'est très important. Et les déclarations d'intérêt des bénéficiaires, c'est la même chose. Donc là, comme j'ai qu'un seul bénéficiaire pour l'instant qui est chef de file, dans ma liste déroulante, j'en ai qu'un seul. Mais si vous avez 10 bénéficiaires, vous aurez la liste de tous les bénéficiaires. Comme ça, vous pouvez choisir. Je vous dis, pour le chef de file, je joins le document. Pour le bénéficiaire 2, je joins le document, etc. Donc là, vous joignez tous les documents dans cette partie-là. Voilà. Et ensuite, si vous voulez avoir un résumé du formulaire de candidature en PDF, vous avez cette option-là. Vous cliquez sur « Proposition de projet » et vous avez les informations qui apparaissent en format PDF. Ça peut vous aider pour aussi le transmettre à vos bénéficiaires, savoir s'il y a des informations qui doivent être complétées. Ça vous permet de faire un petit check rapidement sur ce qui a été complété et ce qu'il reste à indiquer. Et enfin, un point très important qu'on rappelle à chaque fois parce que ça vous permet, c'est vraiment une aide et ça vous permet vraiment de savoir quels sont les points qui vous manquent avant l'envoi officiel du formulaire. Ne surtout pas hésiter à cliquer le plus souvent possible sur valider. En fait, il y a 2 boutons, valider et envoyer. Le bouton valider vous permet de vérifier si les champs que vous avez complétés sont complets ou s'il vous manque des informations. Tout ce qui est en rouge, ce sont des champs qui n'ont pas été complétés et qui ne vont pas vous permettre d'envoyer la candidature. C'est-à-dire que si vous avez des champs qui apparaissent en rouge, vous ne pourrez pas envoyer votre candidature au 31 mai. Donc, par exemple, là, on voit qu'il y a un élément en rouge qui met « Il manque des bénéficiaires des pays suivants, France et Portugal ». Effectivement, vous savez que pour être éligible, il faut que le partenariat soit composé au moins d'une entité des 3 pays des États membres du Sud-Ouest, donc la France, l'Espagne et le Portugal. Je viens d'enregistrer l'entité espagnole, donc il me manque une entité française, une entité portugaise pour pouvoir enregistrer envoyer le formulaire. Donc vous allez voir, donc il y a tout un... c'est par partie, hein, vous voyez qu'il y a une partie sur le partenariat, etc. Donc vous voyez les champs rouges qu'il faut donc compléter. Mais vous avez également des champs en jaune. Ça veut dire que ce sont des critères qui sont corrigibles. Et donc si au 31 mai, vous envoyez votre candidature avec encore des champs jaunes, ce n'est pas grave puisque ce sont des champs qui pourront être modifiés. En l'occurrence, là on parle de la déclaration responsable et d'engagement du chef de file a été insérée. En fait, la plateforme informatique ne vérifie pas si le document est conforme ou pas.
Donc, il se peut qu'il y ait des documents qui aient insérés qui ne correspondent pas au final. Donc, en fait, quand nous, on vérifie cette partie documentation, après le 31 mai, s'il y a des corrections à réaliser sur ces documents-là, il y a un délai pour la correction. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas empêcher l'envoi du formulaire si toutes les déclarations ne sont pas soumises dans Issue 2E avant le 31 mai. Donc, c'est pour ça qu'on met ça en jaune. C'est pour vous rappeler qu'il faudra le faire à un moment donné. Mais si, pour X raisons, vous n'avez pas pu mettre toutes les déclarations d'intérêt au 31 mai, c'est pas grave, vous avez un petit délai supplémentaire. Et donc, si la formation est en vert, donc l'idée, c'est qu'à la fin, au 31 mai, vous ayez tous les champs en vert ou éventuellement en jaune pour les documents. Comme ça, vous pouvez envoyer la candidature. Il suffit juste de cliquer donc sur « Envoyer ». Là, je ne peux pas le faire parce qu'évidemment, j'ai encore des champs qui sont en rouge, puisque je n'ai pas rempli la moitié des informations. Mais sachez qu'au 31 mai, quand vous cliquez sur « Envoyer », vous pouvez l'envoyer qu'une seule fois. Donc, vous l'envoyez une fois que c'est envoyé au 31 mai, ce sera automatiquement bloqué dans la langue du chef de file. Et vous aurez les 7 jours supplémentaires dans les 2 autres langues, en espagnol et en portugais, en l'occurrence pour votre cas, qui seront donc saisissables. Enfin, vous pourrez modifier l'information. Mais dans la langue du chef de file, vous ne pourrez plus modifier. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de bien tout relire. Vous avez un délai relativement suffisant, jusqu'au 31 mai pour tout saisir, ce qui devrait vous permettre de pouvoir préparer tout ça correctement. Voilà, je peux vous donner des derniers conseils. C'est donc, comme je viens de vous le dire, valider très très souvent le formulaire. Vous pouvez le valider 1 fois, 2 fois, 100 fois par jour, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas enlever votre candidature, c'est vraiment vérifier que les informations sont manquantes ou des informations à ajouter. On vous conseille également de ne pas attendre le dernier moment pour créer la candidature de projet, puisque voilà, on sait qu'à chaque fois, il peut y avoir des petites surprises de dernier moment, il manque des informations à ajouter, etc. Donc, si vous pouvez commencer dès à présent à compléter le Word et à commencer à copier-coller les informations dans la plateforme, le plus tôt est le mieux, parce que si vous avez des questions, des doutes ou des choses que vous ne comprenez pas, vous pourrez ensuite nous contacter, ce sera plus facile à résoudre. Donc justement, si vous avez un problème, vous pourrez nous envoyer un mail à l'adresse du secrétariat conjoint, scsudoe@interreg-sudoe.eu. Vous pouvez nous appeler directement ou vous pouvez nous envoyer une pétition dans Issudoe. Au niveau en haut, quand vous avez le petit utilisateur, le petit icône utilisateur, vous pouvez cliquer sur Nueva Petition, qui vous permet en fait d'envoyer un message, une question, un doute via la plateforme. Vous avez ces trois moyens-là pour nous contacter et nous essayons d'être le plus réactif possible pour résoudre tous vos doutes. Nous allons passer maintenant aux questions, s'il y en a. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été répondue déjà par le chat. Et nous avons une main levée de Frédéric Revert. Oui, bonjour. Donc, juste par rapport à cette dernière partie, donc si j'ai compris, c'est vraiment le chef de file qui déclare l'ensemble des partenaires du projet à partir du moment où chaque partenaire a une entité déclarée sur Issudoe, c'est ça? C'est ça. Quand on n'est pas chef de file, mais on est partenaire, on doit donc créer notre entité. Mais par contre, c'est vraiment le chef de file qui me déclare comme partenaire associé. Et donc, moi, en tant que partenaire, je n'interviens pas sur cette partie-là. Exactement. Vous, en tant que, je comprends que vous êtes bénéficiaire. Ouais. On distingue partenaire associé, qui est un partenaire qui ne reçoit pas d'aide FEDER, et bénéficiaire qui en reçoit. Donc, bénéficiaire, oui, c'est ça. Oui. Donc, ça sera le chef. Si vous êtes bénéficiaire, effectivement, vous créez votre entité avec votre utilisateur End. Vous allez avoir un code Issudoe, donc qui commence par FR, etc. Et en fait, c'est ce code-là que vous allez pouvoir communiquer au chef de file. Et lui fera comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il mettra dans la partie bénéficiaire, il ajoutera le code Issudoe, il associera ce bénéficiaire-là au formulaire. Et vous, en tant que bénéficiaire, on n'avait rien de plus à faire dans le formulaire de candidature. C'est le chef de file qui va vraiment indiquer toutes les informations, tout saisir, joindre les documents également. La déclaration d'intérêt, par exemple, que vous devez compléter et signer, vous l'enverrez au chef de file qui, lui, le joindra au formulaire de candidature. Voilà. Vous, en tant que bénéficiaire, vous pouvez avoir un accès au formulaire comme un profil de lecture seule.
Généralement, c'est la recommandation que l'on fait. Après, chaque chef de file est libre de le faire ou pas. Mais dis donc que si le chef de file est intéressé pour que tous les bénéficiaires aient aussi un accès aux informations du formulaire, le chef de file peut effectivement créer un utilisateur de lecture seul et vous pourrez accéder à l'information. Mais vous ne pourrez pas les saisir puisque c'est vraiment la responsabilité du chef de file de le faire. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en tant que bénéficiaire, il n'est pas obligatoire pour moi de créer un profil utilisateur, a priori. Ou est-ce que c'est quand même... Non. Si vous n'avez pas d'utilisateur BP, il n'y a pas de problème, puisque c'est vraiment le chef de file qui va créer le formulaire. D'accord. Donc, vous, en tant que bénéficiaire, vous vous assurez que votre entité est bien enregistrée, que vous avez un code issu de de l'entité et que vous pouvez communiquer au chef de file. Et après, le chef de file pourra créer le formulaire de candidature et il vous contactera évidemment pour remplir un certain nombre de données, mais vous n'avez pas besoin de créer d'utilisateur BP, qui est vraiment pour le chef de file. D'accord. Par contre, ça n'empêche pas de créer un compte utilisateur autre que BP ou... Eh bien, le chef de file, ce qu'il peut faire, c'est vous créer un utilisateur lecture seul. Pour lecture seule, éventuellement, ouais. Voilà. Donc, mais ça, c'est au chef de file de le faire. D'accord. Vous, en tant que bénéficiaire, vous vous chargez en fait d'enregistrer votre entité. Et si le chef de file veut également vous donner un accès en lecture seule, ce sera à lui de vous ajouter. Ok. D'accord. Très bien. Merci. Je vous en prie. Nous avons une question de Lauriane Gonzalez. Oui, merci. Alors, j'avais 2 questions. En fait, la première, c'est vous avez... alors, c'est juste un petit peu sur le calendrier, parce qu'en fait, c'est le premier webinaire qu'on fait depuis qu'il y a eu la parution officielle Oui. de l'appel à projet. Alors, du coup, vous avez dit on a bien droit à faire 36 mois, même s'il y a eu un décalage. Donc, juste par rapport à ce que vous avez notifié, si au plus tôt, on peut commencer le 1er avril 2025. En fait, c'est dans le texte de l'appel à projet, il faudrait comment c'est noté exactement. Tant qu'on n'arrive pas encore à la seconde phase, on n'a pas de date officielle. Mais on estime que les projets pourraient commencer au 1er avril 2025. D'accord. Ça sera peut-être plus tôt. Enfin, du coup, c'est juste que nous, on doit commencer, enfin, j'imagine comme tout le monde, à s'organiser au niveau du planning. C'est des informations qui ne sont pas encore fixes, quoi. C'est ça? Attendez, je reprends en même temps la phrase qu'il y a dans le texte. Il y avait la frise, en fait, avec les dates. Il y avait noté, du coup, donc jusqu'au 31 mai, donc c'est la soumission avec le délai d'1 semaine pour la traduction dans les langues, dans les 2 autres langues. Ensuite, il y avait noté que alors je ne sais pas du coup à quel moment on sera notifié. Je crois que c'était autour de septembre. Jusqu'au 18 décembre, il y avait la phase 2. Du coup, je ne sais pas si je dois comprendre que le 18 décembre, c'est la date limite de fin de soumission. Et du coup, quand est-ce qu'on sera notifié en fait de la sélection finale? Et avec du coup début au 1er avril, enfin autour du 1er avril, du coup je comprends que c'est une date qui n'est pas encore fixée. Ce qui veut dire qu'on pourra aller jusqu'au 31 mars. Du coup 2028, vous avez mis 2027, ça ne fait pas 3 ans. Du coup pour que ça fasse 36 mois, il faut que ça aille. Du coup, il faut rajouter, au lieu que ce soit faut que ça aille jusqu'au 31 mai 31 mars, pardon, 2028. Oui, j'ai mis 2... Oui, effectivement. Ouais, 2027, c'est 28. Non, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est une erreur. Voilà. Donc, grosso modo, on peut partir sur ce timing-là, c'est ça? En fait, oui, le calendrier qui a été transmis sur l'appel à projet, en fait, en première phase, à chaque fois, on fait une date prévisionnelle parce que ça dépend aussi du nombre de candidatures que l'on reçoit. Et donc, en fonction de ça, on a mis que fin septembre, ce serait la sélection des candidatures autorisées à passer en seconde phase. En fait, le calendrier peut changer si on reçoit 100 candidatures ou 600. Puisque l'évaluation, l'instruction, etc., effectivement, prend plus de temps s'il y en a 600 que 100. Et donc, on a fait une estimation du calendrier en fonction de ça. Et on estimait que si on avait donc le passage en deuxième phase fin septembre, on aurait ensuite la deuxième phase donc jusqu'au mois de décembre. Donc, dans ce cas-là, on estime que les projets pourraient démarrer au 1er avril. Mais du 2025. coup, c'est les dates à peu près au plus tôt. Et du coup, ça pourrait être amené à glisser s'il y a énormément de candidatures. C'est ça que je dois comprendre, à peu près. Oui, du coup, ce serait ça. Oui. C'est plutôt ça, ouais. D'accord. Et la date du 18 décembre, ce serait la date de soumission comme celle du 31 mai pour la phase 2. C'est bien comme ça qu'il faut la comprendre. Oui, ce serait ça, d'octobre à décembre, donc, grosso modo, la partie de deuxième phase. Et du coup, on pourrait espérer avoir une notification à peu près à quelle date s'il y a pas trop de candidatures? Parce que ça n'a pas été, c'est pas du tout dans le calendrier. Est-ce que vous savez, il faut combien de temps d'instruction pour vous à peu près? Ce serait en février, quelque chose comme ça, ou au bout de 2 mois? Enfin,
Juste que pour nous, en fait, pour se mettre en ordre de marche, il faut qu'on sache aussi un peu, Oui. parce qu'on va Pour les- commencer un peu à organiser tout ça et il faut qu'on voit aussi comment ça fonctionne, quoi. Pour les notifications, ouais, j'essaie de repenser à ce qui a été fait là pour le premier appel. Christophe, si tu as des En fait, précisions. bonjour. Ça dépend, encore une fois, comme ce que tu viens de dire, Clarisse, ça dépend mais grandement en fait du nombre de candidatures reçues, parce que dans le programme, on rappelle, on fait une co-instruction, c'est-à-dire qu'il y a une instruction de tous les États membres, plus l'autorité de gestion, le secrétaire conjoint. Donc, effectivement, on ne va pas instruire dans le même temps 100 candidatures ou 500. Donc, c'est pour ça qu'on a mis vraiment un calendrier prévisionnel. Effectivement, tout ce qu'on a mis dans le texte de l'appel à projet, c'est si on reste, on va dire, dans des proportions normales, on pourra sûrement le respecter. Mais si on est sur une demande beaucoup plus élevée par rapport à ce qu'on a eu, par exemple, le premier appel à projet, on a une possibilité, effectivement, de faire glisser. Là, l'important, je pense, pour vous, avec la première phase, c'est surtout en fait de savoir déjà combien de temps va durer votre projet. C'est la seule chose qu'on demande en fait pour le moment. On ne demande pas de date exacte à laquelle vous allez démarrer, ni on demande vraiment juste de dire voilà, est-ce que votre projet, vous pensez pouvoir arriver à atteindre vos résultats en 24, en 30, en 36 mois. Enfin, je prends des exemples, mais le top, c'est 36 mois, effectivement. Et ensuite, vraiment, vous aurez une visibilité beaucoup plus précise dans le cas où vous passez en seconde phase, vraiment des items, en fait, puisque là, en seconde phase, là, on va dire qu'on contrôle plus, puisqu'on sait le nombre de projets qui sont passés à la seconde phase. Donc là, on contrôle. On sait combien de projets il va y avoir à instruire et on peut avoir des dates beaucoup plus précises. Mais sur ce premier appel à projet, effectivement, s'attendre à une notification en 2 mois, vous pouvez vous y attendre, mais c'est vraiment tout le temps sous condition du nombre de candidatures reçues. Donc c'est vrai que c'est difficile pour nous aujourd'hui de prévoir vraiment quand vous allez avoir une notification exacte de si vous passez à la seconde phase ou pas. C'est vraiment très compliqué de vous donner une date maintenant. Oui, non, mais c'était juste pour comprendre un peu la philosophie, Ouais. parce que nous, forcément, enfin, comme on va mettre en place des parcours sur site avec des expérimentations sur site, la météo et le phasage, en fait, va aussi avoir une implication sur le projet. Donc, forcément, s'il y a un énorme décalage, juste, il faut qu'on ait un peu une vision pour. Ouais, oui. Voilà, je comprends que pour certains, c'est moins tôt. Pour nous, c'est important qu'on ait une visibilité à peu près, hein, à quelques mois près de Ouais. quand est-ce qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que si c'est au printemps ou si c'est en été, c'est pas du tout la même chose pour nous. C'est pour ça que c'était pour Ouais, je avoir une idée de la comprends. philosophie. Voilà, merci beaucoup. Et juste une Avec dernière plaisir. question par rapport aux documents en jaune. Donc sur lesquels, ce que je comprends, c'est que c'est pas bloquant pour la soumission, mais c'est quoi le délai du coup qu'on a vous disiez par exemple par rapport aux déclarations d'intérêt, jusqu'à quand on a du coup quand les documents sont en jaune pour les compléter? Si je ne me trompe pas, c'est une fois qu'on reprend donc à partir du 7 juin, puisque c'est le moment où du coup les traductions sont soumises, on a un délai qui doit être de 20 jours, si je ne me trompe pas à ce moment-là. Alors, là, moi, je vous recommande de vous référer aux critères d'admissibilité dans le texte de l'appel à projet, c'est le point 9.2. Parce qu'en fait, maintenant, dans ce nouvel appel à projet, on a plusieurs petits cas. Ils sont expliqués dans ce tableau-là. On va dire que, par exemple, sur la question des langues, parce que, bon, vous pouvez avoir, par exemple, une soumission dans la langue du chef de file. Vous avez 7 jours pour compléter les autres langues. Donc ça, c'est un délai. Ensuite, si vous avez, par exemple, la déclaration responsable qui soit pas présente ou mal renseignée, peu importe, vous avez un délai effectivement de 20 jours calendaires à partir du moment où on vous notifie, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous envoyez officiellement la demande via Issudoe, nous, en fait, secrétaire conjoint, on étudie en fait les critères d'admissibilité et d'éligibilité. Et on vous notifie dans les cas en fait, où nous, on voit qu'il y a un des critères qui n'est pas respecté au sens du texte de l'appel à projet. Donc, par exemple, je prends les déclarations d'intérêt des entités bénéficiaires, il y en a une qui n'est pas présente ou autre. Vous avez 20 jours calendaires à partir de la notification pour apporter ou corriger cet élément-là. Et il y a une petite nouveauté maintenant, c'est la nouveauté de l'échelle d'études. On s'aventure peut-être déjà sur notre sujet, mais ça concerne 2 critères dans cette première phase. C'est le critère en fait qui sont relatifs en fait, à l'admissibilité, l'éligibilité des entités qui participent au projet. Donc il y a le critère 8 qui est les bénéficiaires du projet sont des entités éligibles au programme, et le critère 9 qui est relatif aux entreprises. En fait, les entreprises, elles ont des caractéristiques à respecter.
Et dans ce cas-là, en fait, l'échelle, c'est plus le projet, c'est l'entité directement. Ça veut dire qu'on va quand même vous faire une notification chef de file vous demandant de corriger cet aspect-là. Mais s'il est, on va dire que si après apport des éléments, il n'est toujours pas respecté, ce n'est pas le projet qui serait proposé comme non admissible, c'est simplement l'entité qui ne respecte pas un des critères d'éligibilité qui serait proposé comme à exclure, même si le mot exclure est un peu agressif peut-être, mais à exclure du projet. Voilà. Donc, Ok. moi, je vous recommande de vraiment vous référer à ce point-là, le critère d'admissibilité. C'est important parce que c'est des points, en fait, qui peuvent faire que le projet, qui peuvent entraîner que le projet ne soit même pas étudié, en fait, sur le fond. Donc, Ouais, vraiment, bien sûr. lisez bien ces points-là. Ouais. On insiste beaucoup là-dessus. Ouais. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je ne vois pas d'autres questions, d'autres mains levées. Donc, a priori, on pourra clôturer le webinaire comme ainsi. Je vous rappelle donc les... Pardon, Sébastien, mais je voulais juste rappeler juste, avant. oui, un mot de pré-conclusion, on va dire, hein, mais déjà pour vous remercier pour l'organisation de ce temps-là, c'est vraiment intéressant et ça permet de mettre le nez, entre guillemets, dans l'outil et en espérant que vous ayez l'occasion après d'aller plus loin dans son utilisation si votre projet est retenu. Juste dans la continuité de l'échange qu'on a eu avec Lauriane Gonzalez, alors c'est vrai que vous pouvez avoir un projet qui est lié à des questions de saisonnalité peut-être, mais c'est attirer votre attention sur nos attendus en fait sur la première phase. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir quelque chose qui soit ficelé, clé en main, avec un calendrier, voilà, tout bien listé. L'idée c'est que vous nous fassiez comprendre l'intérêt de la mise en place de votre projet. Voilà, donc concentrez-vous vraiment sur l'objet, l'objectif et les grandes actions de votre projet. Consolidez bien votre partenariat, mettez-vous bien d'accord avec l'ensemble de vos partenaires sur ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, il faut que vous arriviez avec quelque chose qui n'est pas complètement clé en main, mais qui nous montre quand même que vous êtes déjà bien en ordre de marche. Voilà, c'est des éléments importants. Je voulais rebondir aussi sur la question des chaînes de valeur, puisqu'effectivement, vous en avez parlé là, dans la description de la plateforme. Voilà, c'est un élément important. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces questions-là pour qu'on vous explique bien ce qui est attendu pour chaque OS sur la construction de ce chaîne de valeur. Et pour finir, rappelez, mais vous l'avez déjà fait, hein, mais il y a beaucoup d'outils qui sont déjà en ligne. Voilà, il y a des bibles, hein, il y a le programme, mais il y a aussi le guide de l'appel à projet. Donc voilà, il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont communiqués sur ces outils-là. Et puis évidemment, on est à votre disposition. Alors le SC sur les questions plus techniques de ICIDOE et nous pour vous accompagner sur la construction du projet. Voilà les quelques mots que je voulais dire et puis vous remercier une nouvelle fois encore pour votre travail. Merci Sébastien. Effectivement, comme tu viens de le dire, je montre à l'écran les informations relatives au deuxième appel à projet. Vous pouvez retrouver le texte officiel du deuxième appel, le kit de candidature, le guide ICIDOE, le programme, etc. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations. Nous vous rappelons donc que la semaine prochaine, donc, il y a un autre webinaire qui sera organisé par l'autorité nationale française et le secrétariat conjoint. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Et puis, on organisera aussi cette semaine, nous allons vous envoyer une communication sur des cafés virtuels. Nous allons remettre en place cet outil-là qui permet d'avoir un échange direct entre un responsable de projet du secrétariat conjoint et donc vous, pour résoudre tous vos doutes, vos questions relatives à votre projet. Donc, voilà, vous avez différents moyens pour nous contacter et donc répondre à toutes vos questions. Donc, merci à toutes et à tous. Nous allons vous transmettre cette présentation dès que possible. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Bonne journée à tous et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.